Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'était à Paris. Et l'Union des diplômés et des universités a une également inauguration d'un nouveau complexe Al-Rahma. Donc ça a été inauguré par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim. En ce début de journal, on vous emmène à Paris où les chefs d'État du monde entier ont appelé aujourd'hui à une action urgente contre les réchauffements climatiques. Mais les lignes de fracture qui divisent les pays du Nord et du Sud sont vite réapparues lors du plus grand sommet réuni par l'ONU à Paris au premier jour de la conférence du climat. L'explication de Negat Fouad. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh participe aux travaux de la conférence mondiale sur le climat, COP21, qui se tient dans la capitale française du 30 novembre au 11 décembre 2015. Lors de cet événement qui constitue la plus grande opportunité mondiale sur le plan du financement climatique, Djibouti, à l'instar de 195 autres parties membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, va présenter sa stratégie nationale afin de mobiliser des fonds pour permettre au pays de devenir une nation émergente dans les années à venir. La République de Djibouti, qui ambitionne de devenir, à l'horizon de 2020, le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte, a opté pour une stratégie nationale orientée vers le développement durable, tout en capitalisant sur sa position géostratégique qui la place au croisement de la mer Rouge et de l'océan Indien. Djibouti est l'un des pays d'Afrique à avoir annoncé ses engagements pour le climat en vue de COP21, est devenu le 14 août dernier le 6e pays du continent et le 54e pays au monde à avoir soumis son plan d'action à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui a fait l'objet d'une validation d'un décret présidentiel. À travers ce document, la République de Djibouti s'engage à réduire 40% ses émissions à gaz à effet de serre d'ici l'an 2030 par rapport au niveau d'aujourd'hui. Le pays, qui compte bénéficier du fonds vert pour le climat et d'un appui international pour la réussir, a commencé son plan d'action et a déjà engagé de nombreux programmes en matière de l'adaptation, dont notamment la réduction de la vulnérabilité aux sécheresses, la protection contre l'augmentation du niveau de mer, l'élargissement de l'eau, la protection de la biodiversité et le renforcement de la résilience des populations rurales. Dans ce plan d'action national, Djibouti réaffirme également sa conviction dans le principe et responsabilité collective, mais diversifie, appelant surtout la mobilisation de la communauté internationale. Avec son climat, c'est que la République de Djibouti est vulnérable à un certain nombre d'impacts liés au climat, dont la sécheresse et les températures extrêmes, la hausse du niveau de la mer, les crues éclairées, la salinisation de l'eau et des sols. Ces phénomènes ont déjà été observés dans le pays et devraient augmenter en fréquence et en intensité dans l'avenir d'après les scénarios climatiques. Toujours selon les études du ministère djiboutien de l'Environnement, dans le cadre d'un scénario climatique optimiste, le coût des dommages dépasserait les 5 milliards de dollars. Le COP21, conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, envisage d'obtenir pour la première fois en plus de 20 ans de négociations aux Nations Unies un accord universel juridiquement contraignant sur le climat ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique en dessus de 2 degrés Celsius. Près de 150 chefs d'État et de gouvernement, dont le président Guelleh, participe à cette conférence qui ambitionne de poser les jalons d'un véritable tournant dans l'approche de la société contemporaine se font des notions de changement climatique. Et dans son discours prononcé lors de cette conférence de Paris, le chef de l'État a en premier lieu présenté à nouveau à la nation française ses condoléances les plus attristées suite aux attentats terroristes lâches, les audios qui ont endeuillé la France. Le président Guelleh a ensuite réitéré son soutien indéfectible pour combattre ensemble et sans relâche le terrorisme sous toutes ses formes. Et allez, en ce qui concerne le changement climatique. Sur le changement climatique, le chef de l'État a indiqué que depuis le sommet de Rio de 1992 au Brésil, la menace du changement climatique n'a fait que se densifier et pourtant il apparaît aux yeux de tous qu'assurément la communauté internationale n'est pas encore à la hauteur des enjeux colossaux que représente la crise environnementale globale à laquelle nous sommes confrontés, et ce alors même que nous maîtrisons désormais ses fondements théoriques, a précisé le président de la République. Écoutez le chef de l'État, c'était son discours lors de la conférence sur le climat à Paris.
nous astreindre pour la postérité, pour l'humanité, ici même à Paris, comme ce fut le cas lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis le sommet de Rio, tenu en 1992 au Brésil, la menace du changement climatique n'a fait que se densifier. Et pourtant, il apparaît aux yeux de tous qu'assurément, la communauté internationale n'est pas encore à la hauteur des enjeux colossaux que représente la crise environnementale globale à laquelle nous sommes confrontés, et ce alors même que nous maîtrisons désormais ses fondements théoriques. Et ce alors même que nous disposons d'outils de plus en plus efficaces susceptibles de nous orienter dans nos trajectoires de croissance dans des directions plus respectueuses de l'environnement. C'est donc là un paradoxe qui semble incompréhensible aux yeux de nos concitoyens et insupportable pour les nombreux pays qui vivent le changement climatique comme un compte à rebours vers des lendemains hostiles et incertains. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? Certes, des mécanismes d'adaptation et des outils d'assurance des populations ont été développés ces dernières années. Et je crois que nous ne sommes qu'au début des projets permettant de protéger les populations les plus fragiles contre les aléas climatiques. Mais les besoins de nos pays sont tels qu'il est crucial de les développer davantage. En ce sens, j'endosse pleinement les déclarations faites par le président d'Afrique du Sud au nom du groupe du 77 et la Chine, et par le président du Soudan au nom de l'Afrique. Aussi, la mobilisation des pays du Sud en général et l'Afrique en particulier face aux défis du climat sera d'abord conditionnée par la capacité qu'auront les pays du Nord à apporter des réponses plus consistantes aux deux questions sur lesquelles l'Afrique les attend. D'une part, celle de l'adaptation aux effets du changement climatique et de son financement, d'autre part, celle des transferts de technologies. Monsieur le Président, à l'instar des autres pays africains, l'adaptation reste la priorité du changement, la priorité du gouvernement djiboutien. En effet, nous sommes déjà confrontés au manque d'eau, à la faiblesse de la productivité dans l'agriculture, aux inondations dévastatrices, aux sécheresses récurrentes, à l'augmentation du niveau de la mer, aux problèmes de santé dus
au changement climatique, et j'en passe. Toutes les actions prises pour faire face à ces phénomènes climatiques extrêmes doivent être financées. C'est pourquoi nous demandons à ce que le financement international mobilisé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique soit équitablement partagé entre les actions d'atténuation et les actions d'adaptation. À ce sujet, nous sommes inquiets de la tendance actuelle qui, comme l'a révélé le récent rapport de l'OCDE présenté à Lima, montre que seulement 17% du financement est consacré à l'adaptation, ce qui reste largement insuffisant. Négliger l'adaptation, c'est donc oublier que le changement climatique frappe déjà beaucoup de pays et que son impact négatif ne fera que croître, quelles que soient les mesures d'atténuation qui seront prises. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour adopter un nouvel accord universel et j'espère juridiquement contraignant. Instruit par l'expérience du protocole de Kyoto et par l'échec du sommet de Copenhague, nous devons prendre les décisions qui s'imposent pour trouver un accord qui, d'une part, n'exclut aucun pays et d'autre part, qui soit juste et équitable. Pour ce faire, il faudra sans doute accepter, et avant qu'il ne soit trop tard, d'ouvrir le précaré des souverainetés nationales pour asseoir le cadre d'une réponse efficace à la menace la plus globale qu'ait connue l'humanité. L'espoir est là, à nouveau, au rendez-vous. Il est assez fort et assez puissant pour nous permettre de nous entendre sur l'essentiel, celui d'agir enfin et vraiment pour la planète. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au président de la Chine, le président Xi Jinping. Et en marge de la conférence sur le changement climatique, le président de la République, Ismail Margueli, a rencontré le président américain Barack Obama. Et durant l'entretien entre les deux chefs d'État, il a été question des relations bilatérales très étroites qui unissent la République de Djibouti et les États-Unis. Et Ismail Margueli et Barack Obama ont passé en revue les questions de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le changement climatique, qui sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever. Rappelons que les États-Unis se sont engagés sur une réduction de 26 à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. Retour à Djibouti, où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a inauguré ce matin le complexe d'Al-Rahma pour les orphelins. Et à son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par les membres du gouvernement, le préfet d'Obok, Hassan Dabali, l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Moumin Hassan, et plusieurs autres responsables civils et militaires. Le complexe Al-Rahma a été inauguré ce matin, donc en présence d'une forte délégation qatari, puisque ce complexe a été financé par la défunte Aïcha Abdallah Al-Khal, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. La cérémonie s'est déroulée en présence, outre du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, du président de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement, dont du ministre et chef du gouvernement, ainsi que plusieurs autres responsables. Après les différents discours prononcés par les bienfaiteurs et l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, le préfet d'Obok, ainsi que du président du conseil régional, le Premier ministre et la délégation des officiels ont procédé à la coupure du ruban.
الله الرحمن الرحيم وهنيئا اختنا عائشه الملا في قبرها، عائشه الخال في قبرها. نهنئ سعاده السفير القطري وسعاده السفير كل السفراء، ربنا يجزيه خير في سبيل دعم العمل الخيري. Par la suite, le Premier ministre a entamé une visite guidée au nouveau complexe Al-Rahma destiné aux orphelins. À noter que notre pays a donné au bureau de Al-Rahma tous les moyens nécessaires pour réaliser ce projet dans les meilleures conditions. Et ce dit projet est au cœur de la politique du gouvernement et des perspectives du président de la République pour offrir ainsi des infrastructures économiques et sociales et atteindre une croissance durable dans toutes les régions de l'intérieur. La région de Bok a de nouveaux projets qui auront des impacts positifs sur la ville et qui vont ainsi aider à diminuer la pauvreté et le chômage dans la région. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal Mouki, présent lors de cette cérémonie, a rappelé l'importance que revêt ce projet pour les habitants de la région de Bok. Je suis profondément touché par la chaleur de l'accueil émis par la gentillesse et la vitalité de tous les enfants qui sont présents avec nous ce matin. De même, je ressens surtout une grande joie et beaucoup d'enthousiasme à participer à l'inauguration d'un projet dont les bénéficiaires sont des enfants, avec la conviction que la préfecture de Bok est associée à une œuvre magnifique, car la principale vocation de ces centres consiste d'accueillir, de protéger, de soigner, de nourrir, d'éduquer des enfants particulièrement vulnérables, parce qu'aussi orphelins. À cet égard, nous vous prions, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir transmettre l'expression profonde de notre reconnaissance au Président de la République, chef de gouvernement, pour avoir concrétisé cette doléance communautaire, car nous sommes convaincus que la mise en service de cet édifice flambant neuf ouvrira une nouvelle page dans l'histoire de la chaîne de solidarité régionale et d'assistance aux groupes sociaux les plus vulnérables. Ce projet, on le rappelle, a vu le jour grâce à l'organisation internationale Al-Rahma qui a son siège à Koweït et son bureau régional ici à Djibouti. Ce nouveau projet caritatif accueillera des orphelins et leur offrira donc des services qui leur donneront l'éducation appropriée, la santé, le soutien et l'hébergement. Écoutez le discours du Premier ministre lors de cette cérémonie. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous les honorables invités et je suis ravi de compter parmi nous à l'inauguration de l'orphelinat Rahma, réalisé par ses investisseurs. Ce projet a vu le jour grâce à l'Organisation internationale d'Al-Rahma, qui a son siège au Koweït et son bureau régional à Djibouti. Ce nouveau projet caritatif accueillera des orphelins, leur offrira des services. Nous sommes sûrs que les Obokois profiteront de ce projet qui leur donnera l'éducation appropriée, la santé et le soutien, l'hébergement. Cet orphelinat aura en son sein un centre hospitalier qui sera au service des habitants aussi d'Obok. Honorables invités, la réalisation de ces projets est au cœur de la politique du gouvernement et des perspectives du président de la République pour offrir des infrastructures économiques et sociales et atteindre une croissance durable dans toutes les régions de l'intérieur. La région de Bok a de nouveaux projets qui auront des impacts positifs sur la ville et qui aideront à diminuer la pauvreté, le chômage de la région. La République de Djibouti a donné au bureau Al-Rahma tous les moyens nécessaires pour réaliser ces projets dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui veulent prendre part aux travaux caritatifs à Djibouti et qui veulent offrir leurs services à la population. Je remercie très sincèrement nos honorables nos frères
koweïtiens pour la réalisation de ces projets caritatifs, je tiens également à remercier l'organisation internationale Al-Rahma et son bureau régional pour leur travail charitable et leurs efforts pour le développement de Djibouti. Mes remerciements vont également à tous ceux qui participent de près ou de loin à ces opérations charitables et apportent leur soutien caritatif et leurs services sociaux à Djibouti. Et je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé hier à la remise des médailles de distinction à des mécènes, des hommes d'affaires qatariens et koweïtiens pour leur service louable envers la République de Djibouti. Et parmi les personnes donc décorées figurent les frères Ahmed Abdallah Al-Khal et Abdurrahman Abdallah Al-Khal, qatariens tous deux, qui ont financé le complexe de développement d'Obok, la construction d'un bâtiment à Gabot 4, ainsi qu'une boulangerie et des ateliers de production au complexe Rahma de Balbala. Le Premier ministre les a élevés au rang d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Il a aussi remis la médaille au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin à M. Saad Marsouk Al-Utaibi, koweïtien, président d'ARC du secteur de l'Afrique de l'Est, qui a largement contribué au soutien de ces activités. Enfin, le Premier ministre a rendu un hommage aux décorés pour leur soutien aux activités de bienfaisance en République de Djibouti et leurs généreux efforts. Et cette déclaration, celle du ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Ousmane, à l'occasion de la semaine nationale de la lutte contre le VIH-Sida, célébrée tous les 1er décembre de chaque année. Le ministre de la Santé sensibilise la population djiboutienne sur le risque de cette pandémie. Selon le ministre, d'importants progrès inimaginables ont été enregistrés il y a quelques années et ont changé complètement la phase de cette pandémie. Voici un extrait de son allocution. Comme le 1er décembre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion de commémorer ceux qui nous ont quittés, mais aussi de sensibiliser nos compatriotes sur la menace toujours persistante de cette pandémie. Le thème de l'année 2015 de l'objectif zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida est toujours d'actualité, même si le monde est parvenu à changer le cours de l'épidémie. L'épidémie est sur le déclin, avec une chute importante de nouvelles infections et de décès du sida. Maintenant, le but est d'aller à une étape ultérieure qui est la fin de l'épidémie d'ici 2030. Mesdames et messieurs, notre pays, Djibouti, et aucun pays au monde d'ailleurs n'est à l'abri de cette pandémie. Comme vous le savez, notre pays connaît une épidémie généralisée qui commence néanmoins à se stabiliser. Ainsi, nous comptons aujourd'hui 1855 personnes qui bénéficient gratuitement d'un traitement antirétroviral et de suivi adéquat, et pourtant, cela ne doit pas nous occulter qu'il y ait un nombre assez important de personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. J'insiste encore une fois qu'il est primordial pour atteindre l'objectif zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida, annoncé si haut que toute personne devrait connaître son statut sérologique. Les services de dépistage volontaire et confidentiel sont disponibles aujourd'hui dans toutes nos formations sanitaires et notre politique de dépistage est basée sur le respect des principes de consentement éclairé et la confidentialité assurée. Ces importantes avancées en termes d'accès au dépistage, soins et traitements ont été renforcées par une action politique forte, sans cesse renouvelée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la ratification cette année par notre pays de la Convention arabe pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH au mois de mars 2015. Ceci est une grande avancée pour notre pays. Djibouti a été le premier pays de la Ligue arabe à signer cette convention et devient de cette fête un modèle dans la région MENA pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Sur le plan de l'engagement politique toujours, la première dame du Djibouti, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a lancé la campagne de l'élimination de la transmission du VIH-Sida
des parents à l'enfant lors d'un atelier qui s'est tenu au Campeski Place, hôtel, le 12 octobre 2015, et en présence du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui était en voyage officiel dans notre pays. Tout cela montre la détermination et l'engagement à tous les niveaux dans la lutte contre cette pandémie. Dans le reste de l'actualité, un atelier national de validation du rapport sur l'état des lieux des ouvrages d'eau potable s'est tenu ce matin à l'hôtel Acacia. Et cette réunion a vu la participation de la directrice de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture, Mme Souad Suleiman, des représentants des institutions nationales, des représentants des différentes agences du système des Nations Unies. La réunion consistait à fournir un document stratégique en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural dans le court, moyen et long terme dans notre pays. Cet atelier rentre dans le cadre du programme national intégré d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural à l'horizon 2035, financé par la Banque africaine de développement. Ce programme national bénéficie de l'aide financière apportée par le groupe de la Banque africaine de développement et il est réalisé par le groupement MCG Safi. Comme vous le savez tous, à l'instar de la quasi-totalité des pays d'Afrique, la question de l'eau a toujours été et restera une question essentielle et un défi majeur pour la République de Djibouti. D'ailleurs, elle figure dans les axes stratégiques prioritaires de la feuille de route du gouvernement. Et ce, afin de garantir un processus de développement durable en matière d'accès à l'eau et assainissement. Et ainsi favoriser une sécurité alimentaire pérenne et promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau, des bassins hydrographiques nationaux et transfrontaliers. Ce programme est un programme de grande envergure. Il vise essentiellement à fournir à la République de Djibouti un document stratégique en matière d'eau potable et d'assainissement en milieu rural dans le court, moyen et long terme. L'Union des diplômés des universités arabes ont organisé aujourd'hui au Palais du Peuple, en collaboration avec la Ligue des Ulémas, une cérémonie de soutien du chef de l'État, Ismaël Marguelia, se représenter pour un nouveau mandat en 2016. Eh bien, cette cérémonie a réuni outre les étudiants et diplômés des universités arabes, des ulémas et des imams des différentes mosquées de la capitale. La cérémonie a débuté avec un verset du Saint-Coran, suivi de l'hymne national. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune ont tous témoigné de leur confiance inébranlable à l'égard de notre président. Également dans l'actualité, une journée de sensibilisation s'est tenue hier au CDC de quartier 5 sous l'égide de la préfecture de Djibouti et le responsable de l'arrondissement 2 qui a exhorté la population à veiller à la bonne hygiène et à participer au maintien de la sécurité et de l'ordre public. Et ce, suite au décret présidentiel paru en marge du Conseil des ministres du 24 novembre pour mettre en place des mesures et dispositions exceptionnelles en vue de renforcer la sécurité ainsi que la surveillance du territoire national. La préfecture de la ville de Djibouti a organisé hier, donc après-midi, une journée de sensibilisation. Cette journée de sensibilisation était guidée par deux thèmes primordiaux qui sont l'hygiène et la sécurité. Le problème en question a été particulièrement lié aux eaux usées versées par les ménages devant leur maison. Ces eaux étant les vecteurs principaux engendrant non seulement des cas de diarrhée et maladies relatives aux problèmes d'hygiène, mais causent également des dommages irréversibles sur les voies publiques, notamment les canalisations et les caniveaux servant à évacuer les eaux pluviales. Sachez d'autre part que les canalisations destinées à évacuer les eaux pluviales sont utilisées par certains foyers à mauvais escient en déversant leurs détritus d'eau usée dans ces caniveaux qui sont par la suite obstrués. Les responsables ont aussi recommandé aux habitants d'éviter tout rassemblement inutile pouvant servir de couverture à des éventuels malfaiteurs, voire même des actes terroristes. Et nécrologie avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de Khairé Chiré Roblé parmi les sages de la ville Assadjouk, décédé jeudi dernier à Djibouti. Le défunt, né en 1944, laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 6 arrière-enfants. Suite au décès donc du défunt Khairé Chiré Roblé, le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Ouabari, et le président du conseil régional, Omar Ahmad, ainsi que les locaux de la ville d'Assadjouk adressent ses condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt et rend également un vibrant hommage à un grand figure et sage régional qui était parmi, dit-il, les doyens de cette région. Il prie Allah miséricordieux d'avoir
pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis. Et actualité à présent hors de nos frontières, entre la Macédoine et la Grèce, une clôture pour filtrer les migrants. La Macédoine a achevé hier la construction d'une clôture longue de 3 km et haute de 2,5 mètres à sa frontière avec la Grèce. Objectif, mieux contrôler le passage de réfugiés venus du Moyen-Orient, désireux d'émigrer en Europe occidentale. Une clôture rehaussée de fils barbelés au niveau du point de passage de Javgelia côté macédoin et Idoumélie côté grec. Une zone franchie chaque jour depuis des mois par plusieurs milliers de migrants. Seuls ceux venant des pays en guerre comme la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan sont autorisés à entrer en Macédoine. Et ce filtrage exaspère les autres aspirants à l'exil que la Macédoine considère comme des migrants économiques. Les autorités macédoniennes n'excluent pas d'ériger les clôtures similaires en d'autres endroits de sa frontière avec la Grèce. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.